et à tous. Merci d'être là ce jeudi soir. À la librairie 47 de Grenade, on est vraiment très contents. On l'attendait depuis longtemps, pas commutuellement. Et là, on est plusieurs à suivre son parcours, sa trajectoire, parce que c'est quelqu'un dans ses textes, dans sa manière de raconter les œuvres, les séries, les films, les chansons, les tableaux. C'est vraiment une façon différente de nous ouvrir des portes, d'aller regarder de manière différente. On pourrait dire qu'il est essayiste, qu'il est également romancier, mais on va tout d'abord le nommer comme exégète, puisque c'est ce qu'il fait, il fait de l'exégèse, en référence à un de ses grands maîtres, Philippe Cadic, dont l'exégèse avait paru voilà quelques années. Et il fait dans ce dernier livre, qui est une sorte de livre-somme, L'enquête infinie, où on retrouve voilà, tous les objets qui lui tiennent à cœur, une sorte d'exégèse, on pourrait dire, de la vie. C'est-à-dire comment passer de l'exégèse de la fiction à l'exégèse de la vie, en partant comme point de départ sur cette idée du sphinx, puisque même les Égyptiens ne savent pas forcément vraiment à quoi il correspond ce sphinx. D'ailleurs, vous le racontez, ce qui est très intéressant, ce qui est très métaphorique, c'est que le sphinx a tendance à être ensablé, donc il faut le désensabler, un peu comme l'exégèse désensablerait le texte. Et c'est L'enquête infinie, c'est un livre labyrinthe, un livre dans lequel on aime se perdre, dans lequel on revient pour découvrir Poe, pour découvrir l'affaire Grégory, Bowie et j'en passe. Et alors, j'avais déjà une première question, pas commutuellement. Ce qui m'intéresse, c'est que quand vous travaillez sur une œuvre, on a vraiment l'impression que vous y travaillez comme si c'était une sorte de tapisserie. Parce que le texte, au départ, dans son étymologie, il y a cette idée de fil, de quelque chose d'entremêlé. Est-ce que pour vous, les œuvres d'art, les textes qui vous portent, ont à voir avec cette idée de sorte de tapisserie labyrinthique dans lesquelles, ces tapisseries, vous avez plaisir à la fois à vous perdre et en même temps à vous retrouver? Waouh. Je vais répondre à tout ça, mais d'abord, je veux juste vous remercier. Merci à la librairie 47 de Grenade. Merci de me recevoir et merci à vous d'être là. Et c'est très émouvant. Le rapport entre l'exégèse et le désensablement, c'est super. Peut-être qu'on reviendra tout à l'heure sur ce point-là. Je vais aller direct, aller direct sur la question elle-même. Mais bien sûr, ça me touche d'autant plus d'entendre ce mot de tapisserie qu'en fait, plein de moments, quand je travaille sur un objet, mettons un objet d'art, bon, c'est vrai que là, ça bouge un peu dans le dernier livre et ça s'étend un peu la pratique de l'exégèse. Au départ, j'ai commencé, pour ceux qui ne savent absolument pas qui je suis, je vais quand même donner 2-3 éléments. J'ai commencé en travaillant sur les chansons des Beatles. C'était il y a 20 ans, quoi. Et au départ, c'était parti pour être un essai sur les légendes urbaines, le mythe de la mort de Paul McCartney. Puis c'est devenu un essai progressivement aussi sur les chansons des Beatles et sur toutes les dimensions qu'elles peuvent avoir. Et en fait, ça passait par le texte, ça passait par la musique, ça passait par les instruments, ça passait par presque les spécificités. Par moments, c'était sur qu'est-ce que c'est qu'un mélotron, le synthétiseur au départ. Le synthétiseur qui disait Beatles, qui a en fait un échantillonneur, hein, mais quelle est la différence entre entendre un vrai son et le son d'un échantillonneur? C'est le son de l'échantillonneur qui devient un instrument. Donc qu'est-ce que ça amène comme déplacement et comme bouleversement? Et ensuite, progressivement, je suis passé sur d'autres objets. Et quand je suis arrivé sur des objets comme des films, mettons, des séries, pas mal sur les films, ça m'a fait ça. J'avais l'impression de devoir à un moment spatialiser ce qui était dans le temps. Donc ça donnait une image de tapisserie. C'est-à-dire que j'ai de voir la tapisserie que ça racontait. Ça peut être aussi pareil pour un texte, c'est-à-dire je vois l'ensemble et l'ensemble se déroule dans le temps et c'est une chronologie et c'est complexe et c'est dense et c'est ramifié et pour pouvoir arriver à saisir comment ça fonctionne ou à avoir une image globale et commencer à la creuser, c'était une activité vraiment purement mentale, quoi. Mais à force de regarder quelque chose en boucle, par exemple, si vous regardez un film en boucle,
vous finissez par savoir comment tout se passe. Donc vous finissez à voir le tout comme un espèce de tout circulaire, ou comme un décor dans lequel les personnages ne cessent de revenir encore. Et donc vous pouvez le visualiser. Vous pouvez visualiser Shining, vous pouvez visualiser Lost Highway, surtout quand le lieu a une telle importance. Donc là, ça, pour moi, dans la tête, c'était comme une tapisserie. Quand je commençais à réfléchir dessus et à essayer d'organiser ma pensée par rapport à ça, je voyais un peu comme une gigantesque tapisserie. Donc l'image de la tapisserie fonctionne pour moi parfaitement. Et alors l'image du labyrinthe, bon, bien sûr, ça fait un bon moment que cette image est devenue obsessionnelle. En termes de... C'est particulier parce qu'on est dans un labyrinthe, enfin la vie fonctionne comme un labyrinthe, et en même temps pour en sortir, il faut construire des petits labyrinthes. Il faut construire des petits labyrinthes qui aident à sortir du grand labyrinthe pour trouver un dehors au grand labyrinthe, à l'intérieur du petit labyrinthe. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Donc on construit des livres qui sont un peu comme des labyrinthes eux-mêmes, et qui sont une image de la sortie, la tentative de la sortie d'un grand labyrinthe. Donc c'est sûr, c'est un peu paradoxal. Mais c'est difficile pour moi de concevoir autrement, même dans la vie, le caractère de répétition, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui revient encore et encore. Ça faisait plusieurs livres, de toute façon, que j'étais obsédé par ça. En fait, le fait que la notion de samsara, des Indiens, par exemple, la notion de l'incarnation, même dans une seule vie, elle fonctionne. C'est-à-dire que la vie fonctionne avec des cycles. Et on ne cesse de refaire, en fait, des épisodes qu'on a déjà vécus avec d'autres personnes. C'est comme si on avait une espèce de programme qu'on reprenait. Et ça, c'est l'image du labyrinthe, c'est-à-dire qu'on reprend une histoire, et à un moment, on essaie de trouver une manière de ne pas reproduire jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'au moment où, bon, à chaque fois, on va dire l'histoire à dégringoler. Ça peut être pour l'amour, ça peut être pour l'amitié, ça peut être pour le travail, ça peut être pour la famille, etc. La répétition dans la vie, pour moi, renvoie à l'image d'un labyrinthe qu'on recommence encore et encore, ou l'image d'une attraction. Ça, dans l'enquête infinie, je prends beaucoup de temps sur Dick, mais Phil K. Dick a une image incroyable. À un moment, quand il parle de sa propre vie, quoi, il dit que sa propre vie, c'est refaire encore. C'est une attraction de Disney, le voyage de crapaud pour nulle part. Mr. Toad's Wild Ride, c'est une vieille attraction de Disney avec une espèce de truc où on fait un tour, on passe comme ça par plein de décors différents, etc. Mais on recommence et on recommence. Donc c'est comme pression d'être essoufflé, mais surtout l'impression qu'on est obligé de recommencer à nouveau le même tour, encore une fois, parce que les idées n'ont pas été... on est passé à côté encore une fois. On est passé à côté de la fois précédente, on est passé à côté encore. Et pas mal des œuvres qui m'ont intéressé, enfin, je veux dire, celles auxquelles je me suis attaché avec les années, et certains, j'avais toujours pas écrit dessus parce que je ne savais pas comment les aborder, et j'ai attendu l'enquête infinie pour décider d'écrire dessus. Parle beaucoup aussi des histoires de répétition, mais spécifiquement la forme que vous trouverez chez Nerval, chez Garpo ou dans Vertigo de Hitchcock. Enfin, ça, vous le trouvez un peu partout, d'une personne qui tombe amoureuse d'une personne qui est le double de la personne précédente. Une personne est amoureuse d'une personne, une personne meurt, ou les circonstances sont tragiques, et après, la vie continue, il rencontre quelqu'un, il se demande si c'est pas la même personne. Ça, c'est le truc qui se répète tout le temps chez Garpo, qui s'est joué aussi dans la vie de Nerval, en tout cas de la façon dont il l'a raconté, et qu'on trouve évidemment dans Vertigo avec le twist que c'est en effet la même personne. Si on peut dire que si on peut vraiment poser une équivalence entre le personnage de Judy et celui qu'elle joue. Mais ce type de récit m'a toujours obsédé. Donc du coup, des fois ça prend beaucoup de temps d'arriver au moment où on peut commencer à travailler dessus, et on peut commencer à proposer une hypothèse, élaborer une hypothèse par rapport à ça. Quelque chose qui soit à la fois personnel et en même temps partageable, puisse parler à d'autres aussi. C'est pas juste dans une obsession personnelle. C'est une sorte de sortie du labyrinthe, ça. Quand on arrive à communiquer sur quelque chose, de toute façon, c'est une forme de sortie du labyrinthe. Il y a un des auteurs qui vous est cher, dont vous parlez dans quelques textes, mais là, qui est au cœur du texte au début du labyrinthe, oui. C'est Alfred Jarry, dont on connaît uniquement Ubu Roi.
Et Alfred Jarry, vous en parlez comme la figure, vous l'intégrez comme la figure du troll. Oui. On va écouter, et comme d'ailleurs c'est très important, puisque dans ce texte-là plus particulièrement relié au fait qu'avant vous aviez écrit un texte autobiographique, Tu m'as donné la crasse et j'en ai fait de l'or, vous vous intéressez à la vie des auteurs pour essayer de voir ce qui, dans la vie d'un auteur, peut être signifiant, qu'est-ce qui est significatif dans la trajectoire, la dynamique, et cette dynamique-là, on va l'entendre très clairement dans le documentaire qu'avait consacré Jean-Christophe Averty à Alfred Jarry. Vous allez entendre deux voix de comédiens. La voix féminine, c'est la sœur d'Alfred Jarry, et la voix masculine, c'est le personnage de fiction qui prend corps, c'est Ubu Roi, les deux s'adressant à Alfred Jarry. C'est disponible sur YouTube, c'est Jean-Christophe Averty qui avait consacré ce documentaire à Alfred Jarry. Et ce qui est étonnant, quand on a lu votre livre, quand on entend les 10 dernières secondes ce sphinx qui apparaît à Ubu, moi ce qui m'intéresse, c'est en quoi la vie d'un auteur fait-elle sens pour vous, et en quoi peut-on parler, je vais en parler dans l'introduction, d'une exégèse de vie. Ouais. C'est hyper émouvant d'entendre le moment. Il y a un moment où c'est Averty qui lit, hein, on connaît sa voix avec le feu sur la langue, et c'est une lettre que Ubu a écrite à Rachid, un moment où il croyait qu'il allait mourir et il est revenu. Et il y a plusieurs lettres à ce moment-là, et on voit que même il commence déjà à voyager dans l'au-delà avant même d'être parti, quoi. Mais il le dit, il pense que le cerveau continue à fonctionner après la mort, que ce sont ses rêves qui sont le paradis, c'est-à-dire qu'il est déjà à mi-chemin dans toute cette période-là de sa vie. Alors, je reviens à la question sur l'exégèse de la vie. Bon, alors, sur l'exégèse, c'est un terme qui appartient on va dire au champ lexical des textes religieux. Bon, moi j'ai pris exégèse, c'était aussi une part de défi, c'est parce que j'estimais que je ne faisais pas de la critique d'art, parce que mes textes n'avaient pas pour objectif de dire aux gens si l'œuvre était bien ou pas bien. Je considérais qu'à partir du moment où j'allais écrire un texte dessus, l'œuvre elle était bien. Donc je n'allais pas faire de la critique, c'est-à-dire, puis bon, il y a des très grands critiques, hein, il y a vraiment des immenses critiques, c'est un art, mais c'est pas celui que j'ai essayé de prendre, parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était la dimension sacrée, dans le sens où il y a cette phrase fameuse du penseur iranien Sohravardi, le 11e siècle, 12e siècle, Shraki-Youn, c'est un mystique. Et Sohravardi disait lis le Coran comme s'il ne s'adressait qu'à toi. Et ça, cette phrase-là m'avait beaucoup intéressé parce que je pensais qu'elle pouvait être vraiment adaptée à tout. Et que c'était en fait la condition en fait, de l'expérience du texte sacré, même sur un texte profane. Et vous pouvez très bien considérer que les textes, à partir du moment où les textes ou les œuvres, les films, les séries, les peintures, les bandes dessinées, à partir du moment où on considérait qu'elles étaient le fruit d'une inspiration. Quand on entend inspiration, on entend qu'il y a quelque chose qui dépasse l'auteur. Quelque chose dépasse l'auteur et qu'à ce moment-là, il écrit, on va dire, sous la dictée d'une idée, la dictée d'une pensée, la dictée de quelque chose. Et que nous, en tant que spectateurs, lecteurs, ce qu'on reçoit, ce qui nous intéresse, c'est ce qui lui est transmis, qu'il nous transmet à son tour. Et que c'est à partir de ça seulement que, mettons, on peut vraiment commencer à communiquer. C'est-à-dire que si c'était seulement sa subjectivité propre, il y aurait vraiment une limite. Seul lui pourrait parler de ce qu'il a fait, puisqu'il sait ce qu'il a fait. Mais s'il y a quelque chose qui le dépasse dans ce qu'il a fait, alors il y a du sens à faire de l'exégèse. Parce que si l'auteur n'a pas le dernier mot sur son œuvre, s'il ne considère pas en tout cas qu'il a le dernier mot sur son œuvre, s'il considère qu'en effet, il y a des choses qu'il a fait dont il ne sait pas pourquoi il les a fait, alors là, elles appartiennent, on va dire, à un collectif, quoi, dont chaque récepteur, à ce moment-là, peut s'estimer, ne serait-ce que parce qu'il est dans l'amour de cette œuvre, légitime de proposer une interprétation. Et cette exégèse, c'est une des interprétations, c'est une des multiples interprétations qui permettent de nourrir, on va dire, un regard ou une vision. Ça, c'était, on va dire, mon proposition de départ. Ça a été ça pendant des années. Et à un moment, par diverses circonstances et épisodes que je vous passe, parce que je ne connais pas le sujet, j'ai fait une exégèse de ma propre vie. C'était pour l'éditeur Florent Massot,
Tu m'as donné de la crasse et j'en ai fait de l'or. En fait, on peut dire c'est un livre autobiographique, oui, mais la forme, la forme reste encore l'exégèse. Donc, disons que des épisodes de la vie que j'avais vécu, indépendamment, on va dire, indépendamment de moi, pas vraiment, puisque c'est quand même moi qui les analysais, mais je les ai pris presque comme des objets d'étude, comme des objets de réflexion. J'ai essayé de mettre la distance qui me permettait de les voir, on va dire, comme si des épisodes de vie vécue étaient eux aussi des objets sacrés. Et c'est quelque chose qui pouvait se transférer après à tout, quoi. C'est-à-dire que, idéalement, ce serait la possibilité d'interpréter tout épisode de vie d'autres gens aussi de cette façon-là, c'est-à-dire à partir du moment où cet épisode a une signification qui la dépasse et qu'elle peut prendre plusieurs dimensions, que ce soit une dimension spirituelle, une dimension politique, une dimension historique, une dimension prophétique. C'est surtout la dimension prophétique qu'on recherche, c'est-à-dire c'est surtout en quoi, dans un épisode de vie, il y a des choses qui annoncent ce que le monde est en train de devenir, ou ce que la condition humaine, dans quoi elle est en train de basculer. Pour Alfred Jarry, c'était vraiment ça qui m'avait intéressé. Et Alfred Jarry est très longtemps un de mes écrivains préférés. Donc, pour présenter Alfred Jarry, je ne sais pas si j'ai besoin de vous présenter, peut-être que vous connaissez tout ça par cœur. Si c'est pas, je fais comme si ce n'était pas le cas, comme ça, s'il y a une personne pour qui ce n'est pas le cas, elle n'est pas complètement lésée. Alfred Jarry, on connaît surtout pour la pièce de théâtre Ubu Roi. Ubu Roi, et puis en général le personnage de Ubu, qui est ce personnage, pour le dire vite, pour simplifier, de tyran, grotesque, comique, d'une extrême violence, et dans une pièce qui est extrêmement, qui est remplie aussi d'éléments scatologiques et d'éléments bouffons, Ubu Roi. Et ce qui est curieux, et on connaît le mot merdre, qui est le mot qui ouvre la pièce, et tout le long, merde est toujours orthographié merdre. Et ces grandes phrases, enfin, ces expressions, corne gidouille, de par ma chandelle verte, mère Ubu, comme ça, voilà, le père Ubu. Et ce personnage, cette pièce et ce personnage qu'on a utilisé, enfin, comment dire, qui a été énormément utilisé comme image pour définir des mauvais dirigeants, mettons, pour définir des gens ridicules ou des gens grotesques. On a fait des Ubu, des pères Ubu, souvent utilisés. Un autre terme que Jarry a inventé, ou en tout cas a popularisé, vous allez voir pourquoi je fais attention avec le mot invention pour ces choses-là, c'est le terme de pataphysique. Alors, pataphysique, c'est un terme qui a une histoire. La première fois où il apparaît, c'est dans Ubu Cocu, c'est Ubu qui est docteur en pataphysique. Et quand on lui demande ce que c'est, il dit c'est une science dont le besoin se faisait sentir. Mais après, il va développer le principe de la pataphysique et il va en faire une science des solutions imaginaires. Et à partir de ce moment-là, ça devient une pratique même qu'il va employer, pas seulement dans des romans, mais aussi dans son travail de journaliste, parce que j'arrive à avoir aussi une activité journalistique très très paradoxale, très étrange. Il va traiter toute l'actualité, mais avec son prisme déformant, qui est la pataphysique, dans des textes qui sont absolument bouleversants, passionnants, et d'une drôlerie sans commune mesure. Même les faits divers qu'il choisit à étudier sont drôles déjà à la base, drôles des fois un peu craignos, quoi, mais drôles. Genre, par exemple, il y a tout un article, pour vous donner un exemple, il a fait un article, ça c'est vraiment typiquement la pataphysique. Il a fait un article sur un fait divers de son époque, Jarry c'est le début du XXe siècle, là. Et c'est un agent de police qui avait été retrouvé, le crâne tranché, et on avait enlevé son cerveau, on avait mis du papier journal à l'intérieur. C'est une image très bizarre. Mais c'est une vraie fait divers. On a retrouvé cet agent de police tué, crâne tranché, et puis la tête ouverte comme ça avec le papier journal à l'intérieur. L'article de Jarry essaie d'expliquer qu'en réalité, les agents de police ont du papier journal à la place du cerveau. Ça n'a rien d'étonnant de les trouver comme ça. Que d'abord, il est plus difficile de trouver dans la population la véritable matière cervicale que la répétition des choses qu'on trouve dans les journaux. Donc c'est pas spécialement étonnant. Que les policiers en sont particulièrement sont particulièrement exemplaires de ce principe. En outre, il ajoute, si vous avez un peu de chance, vous pouvez aussi trouver des policiers dans lesquels on a rajouté une carte de Paris, ils peuvent vous indiquer votre chemin. C'est des choses comme ça. Et ça, c'est les articles de Jarry, c'est toujours un peu comme ça. C'est-à-dire, il y a aussi la crucifixion, pas la crucifixion, c'est
la port de la croix, les stations du Christ, quoi, avec la croix, analysé comme une course de côte. Donc tout le long, c'est les trois crucifiés, la vitesse, etc. Jésus prend une tête, etc. On a l'impression que c'est déjà du Monty Python. En réalité, vraiment, et c'est fait toujours avec ce ton très docte, savant, scientifique, avec un langage assez chargé, assez riche. Ça, c'est le style de Jarry, c'est un style incroyable. Ça, c'est la pataphysique. Après, il y a eu plein d'usages de la pataphysique. Aujourd'hui, on utilise la pataphysique un peu pour n'importe quoi. En fait, c'est devenu, dans le vocabulaire journalistique, c'est une sorte de mot qu'on peut utiliser comme surréalisme pour un peu tout. Mais il y a une histoire de ça. Et Jarry, qui est surtout connu pour ça, pour cette dimension comique, en fait, en réalité, est un écrivain et un homme incroyablement complexe et mystérieux. Et il a créé, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est devenu célèbre pour la seule œuvre qu'il n'a pas vraiment écrite. Parce qu'en réalité, Ubu Roi est une création collective. C'est une création collective d'adolescents à Rennes. Et Jarry fait partie de tous ces adolescents qui ont observé un professeur de physique, qui est le professeur Hébert, qu'ils appelaient le père Hébé. Jarry, dans la version définitive, a mis Ubu, mais tous les enfants se moquaient de ce professeur extrêmement pénible et grotesque et faisaient des pièces de potache comiques. Ce qui est incroyable, c'est le fait qu'à un moment, Jarry a décidé de faire jouer ça au Théâtre de l'Œuvre, qui était un théâtre symboliste, avec Lugnepo, qui était un type qui aussi montait des pièces scandinaves, enfin des choses du plus haut niveau littéraire, du plus grand sérieux, et que quand il arrive on va dire, dans le monde littéraire, alors que c'est quelqu'un qui était formé par la lecture de Mallarmé, de Baudelaire, de Rémy de Gourmont, que c'est un écrivain d'une extrême subtilité, ce qu'il fait, et ce qui fait sa force, c'est d'avoir inclus au milieu de ça, d'avoir fait un trou en mettant au milieu de ça toute la brutalité, le génie en fait adolescent, l'univers des potaches. Et cet univers des potaches, ça a marqué tout le monde, ça a choqué tout le monde, ça a étonné tout le monde, et après ils l'ont tellement repris, et ça fait partie de tous les twists de vie qui me passionnent. C'est vrai que c'est beaucoup les trucs de vie, mais certaines anecdotes de vie sont incroyables. Ubu est devenu tellement une figure du monde même littéraire et journalistique, même une image journalistique, que le modèle du père Ubu, le professeur Hébert, qui plus tard dans sa vie a fait de la politique, qui a vécu beaucoup plus vieux que son Alfred Jarry d'ailleurs, qui a dépassé le temps, il a fait de la politique, c'était un espèce de salopard anti-Dreyfusard de base, quoi. Et dans la presse, il a été comparé au père Ubu. Et ils ont dit cet homme qui ressemble au père Ubu. Ils ne savaient pas qu'il était le modèle du père Ubu. Le père Ubu lui est revenu, enfin, le père Ubu qui était né de lui est devenu finalement l'image à travers le prisme à travers lequel on le voyait. C'est des choses qui se renversent. Mais en attendant, Alfred Jarry lui-même a contracté, on va dire, un contresort, parce qu'il y a forcément une image un peu de imaginoire quand on utilise, on va dire, l'image de quelqu'un et qu'on en fait un travail. Donc c'est aussi un peu inquiétant. Et le prix qu'il a payé, c'est que non seulement il est devenu célèbre pour Ubu, alors qu'il y a tout un autre champ qu'il avait développé, mais il a fini par devenir Ubu, dans le sens où les gens ne l'appelaient plus Alfred Jarry, mais l'appelaient Ubu. Et lui-même se faisait appeler Ubu. Et parlait de lui-même à la troisième personne et en faisant le ton du père Ubu. Et à chaque fois qu'il venait quelque part, il disait Corne Gidouille, nous boirions bien un verre, madame. Comme ça, il parlait comme ça. Il a fini par prendre l'image de la chose qu'il trouvait au monde le plus ridicule, le plus grotesque, le plus détestable. Il est devenu cette chose-là, presque comme une manière aussi de protéger l'œuvre qu'il faisait à la fois. Donc c'est des images extrêmement complexes et des lignes extrêmement complexes. Et c'est typiquement une vie, un destin qui m'a intéressé, aussi parce qu'elle frappe à la porte de notre époque. Pourquoi ? Tu disais le troll. Oui, Jarry, à plusieurs reprises, a utilisé le terme de troll
pour parler de son activité, aussi étonnant que ça puisse paraître. Évidemment, à l'époque, il n'y avait pas Internet, au début du XXe siècle. Donc quand il entendait des trolls, c'était en fait des activités de canotage ou de sport dans la campagne. Il a été fasciné par l'image des trolls, donc il se prenait lui-même pour un petit troll. Et puis il a créé un personnage qui s'appelle Faust Troll, qui est une espèce de mélange entre Faust, le docteur Faust, et un troll. Mais son activité dans le monde littéraire a été une forme de trollisme, dans le sens où Ubu est une sorte de point Godwin. C'est entré dans le monde littéraire comme un point Godwin. C'est une forme extrême, le merdre Ubu, la forme extrême. À chaque fois qu'on a comparé un chef d'État à Ubu, c'est exactement comme dans une conversation comparer quelqu'un à Hitler. C'est la même chose. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire plus violent, plus bête, plus méchant, plus insupportable, c'est Ubu. Ubu, il n'y a pas d'au-delà d'Ubu. Donc c'est un troll à ce niveau-là. En créant Ubu, il a créé les possibilités d'un trolling communicationnel. Et ensuite, quand on regarde toute son œuvre, toutes les formes qu'elle prenne, elles sont étonnantes d'usage de toute la terminologie de la science-fiction. Alors, il se trouvait qu'il aimait bien la science-fiction de son époque, on n'appelait pas vraiment ça comme ça à l'époque. Mais il aimait bien H.G. Wells, ça l'intéressait, il était friand de toute la littérature un peu nouvelle, en particulier du merveilleux scientifique. Il n'était pas seulement dans Mallarmé, il était dans Mallarmé avec le merveilleux scientifique, avec ça aussi comme... Et donc du coup, c'est pas surprenant, mais quand même, c'est très étonnant quand on lit Jarry, de voir à quel point on a l'impression de voir apparaître dans une vie humaine tout un tas de thèmes qui sont des thèmes liés à l'univers cybernétique, mais surtout un type d'homme qui est le type même de l'internaute. C'est-à-dire dans la solitude, dans le rapport aux virtualités, dans l'impression. Les personnages de Jarry, c'est des hommes qui sont séparés de leur puissance, mais dont la puissance existe comme à l'extérieur d'eux-mêmes et dont ils devraient s'emparer. C'est vraiment un sentiment du monde qui est un sentiment incroyablement contemporain. Et ça fait partie des étrangetés, des surprises qu'on a quand on poursuit vraiment un auteur ou une œuvre comme celle de Jarry. Donc ça, c'est un exemple. Donc l'exégèse de la vie, oui, l'exégèse de la vie pour Jarry, pour Todd Browning, pour Edgar Poe, toutes ces vies, mais toute vie, n'est-ce pas, hein, toute vie pourrait faire cet objet. À partir du moment où on a un prisme pour la lire, on prend une vie humaine et on essaye de voir tout ce qu'il y a dedans apparaît comme des signes annonciateurs de quelque chose. Comme si, dans une vie, on dessinait déjà la tapisserie de notre monde de l'au-delà. Comme si notre vie était une composition qu'on faisait. Et je pense qu'il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire que c'est avec ces périodes, avec ces couleurs, avec ces atmosphères, avec ces... c'est plus simple sur une vie qui a été documentée, évidemment. C'est plus simple de faire ça sur une vie où on peut avoir des outils. Ça pourrait être vraiment, mais vraiment, franchement, moi, je dis ça, c'est pas qu'une formule, ça pourrait être n'importe quelle vie. N'importe quelle vie, on pourrait tirer... n'importe quelle vie est une sorte de source d'enseignement inouïe, quoi, comme une Bible à ciel ouvert. Enfin, c'est très étrange. C'est juste le prisme ou le regard qu'on doit porter dessus, qui doit être suffisamment multiple, suffisamment polyphonique, on pourrait dire, suffisamment avec un arc-en-ciel de couleurs pour pouvoir l'aborder de plusieurs biais différents, ce qui permet d'en voir la richesse. Et à un moment, une ligne apparaît. Et une ligne, c'est la vie. Et un des prismes, tu parlais avec Alfred Jarry de cette figure de l'homme. Oui. Ce qui est passionnant dans L'Enquête infinie, c'est que tu interroges aussi ce qu'on appelle la masculinité. Oui, tout à fait. Et tu choisis des types de trajectoires, des types de vie où on a des masculinités atypiques. Oui. Todd Browning, d'une certaine manière Andy Kaufman, et également Otis Redding. Alors on va entendre un extrait d'une chanson, You Send Me. On va entendre tout d'abord la voix de Sam Cooke, et ensuite la reprise d'Otis Redding, puisque tu le dis très bien dans le livre, et tu parlais de spectre avec Vertigo. Sam Cooke a fonctionné un peu comme une sorte de spectre envers Otis Redding. Donc on va entendre les deux versions, les deux voix finalement spectrales qui se chevauchent. La voix d'abord de Sam Cooke et ensuite d'Otis Redding. Tu le dis très bien, Sam Cooke il amorce une recherche que Otis approfondira et portera à la perfection,
expression de la vulnérabilité masculine. Qu'est-ce qu'un homme? Est-ce que ça pleure un homme? Est-ce que ça se plaint? Est-ce qu'un homme avoue ses peurs et ses fragilités? Et sa fragilité, ce sont toutes ces questions que pose la musique soul. Musique soul d'ailleurs, dont tu faisais réflexion, qu'il y a peu d'ouvrages concernant la soul de manière générale, mais notamment d'Otis Redding. Oui. Alors, c'est très vaste. Il va falloir que j'arrive à être un peu synthétique. Vous m'excuserez si je me perds dans des labyrinthes aussi de réponses enchevêtrées. Pourquoi je suis arrivé, enfin, le livre en question, L'enquête infinie, passe par plein de sphères, mais au départ, on démarre vraiment sur l'enquête policière, sur la naissance de l'enquête policière, enfin, ça démarre sur le Sphinx, puis sur l'enquête policière, sur le passage du mystère à l'énigme, en fait, plus ou moins, mais avec Edgar Poe, et le fait qu'Edgar Poe, en inventant l'enquête policière, en inventant le personnage de détective, il a aussi inventé un type de détection qui va être ensuite utilisé dans la réalité. Parce que c'est le modèle, celui de Poe, celui de Conan Doyle, ceux des premiers détectives privés, qui vont utiliser les profilers quand ils vont devoir arrêter des serial killers. Pourquoi? Parce que les serial killers ne permettent pas une détection classique, qui serait de regarder autour de la vie de la victime, dans la vie de la victime, j'enquête le trait, etc., etc. Et ils doivent à ce moment-là rentrer dans la tête du tueur, analyser son crime comme si c'était une œuvre, enfin une signature, etc. Et donc ça demande un certain type de torsion, et du coup apparaît en même temps, presque communément aussi, cette espèce de figure vraiment terrible, qui est une figure moderne en réalité, qui est le serial killer. Parce qu'on pouvait dire qu'il y avait des tueurs désorganisés tout le temps, mais la figure du tueur organisé, comme celle du serial killer, elle apparaît à un moment où les crimes peuvent être médiatisés. Et donc c'est tout un rapport au monde, tout à fait terrifiant, qui ouvre, et à ce moment-là, en rentrant là-dedans, en rentrant dans, on va dire, presque aussi la psychologie du tueur, on va dire, même si c'est plus la psychologie du profiler qui m'intéresse, malgré tout, on rentrait dans une image vraiment terrible, terrifiante, et ça m'a ouvert, ça a basculé dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs textes sur ces questions-là, texte sur Edgar Poe, texte sur Jacques Léventreur, texte sur une série aussi sur les serial killers qui s'appelle Millennium, et un texte, c'est un texte qui fait la bascule, en fait, qui est un texte charnière, on pourrait dire, qui est autour de Vertigo d'Alfred Hitchcock. Et à ce moment-là, donc, je me suis dit, bon, en fait, le livre doit changer de sujet. Ma question, c'est la masculinité. Pourquoi pas? C'était surprenant, mais c'était comme ça. Donc j'ai essayé de regarder quelles pourraient être des formes de masculinité atypiques, de masculinité qui ne soit pas, on va dire, la forme dominante de la masculinité. Ou est-ce qu'il y avait, même dans la vie d'hommes qui ont été à côté, dans la vie de masculinité, pas forcément, suffisamment consciente, un espace où ils se sont dit, il y aurait autre chose que j'aurais voulu chercher. Et je me dis, forcément, s'il y a eu la musique soul, et si on a tellement aimé la musique soul, c'est qu'il y a toujours eu l'idée qu'il pouvait y avoir un autre rapport même à cette masculinité. C'est peut-être bizarre que d'un coup je parle de ça, mais disons que c'est quelque chose qui m'intéresse, moi, qui m'intéresse beaucoup. Évidemment, je suis un enfant de mon époque, enfin je suis pas un enfant, mais enfin je suis fils de Fontan, dans le sens où voilà, je traverse l'époque, que ma façon à moi d'entendre ce qui a pu s'élaborer les dernières années autour du mouvement MeToo et tout ça, c'était qu'est-ce qu'on peut trouver comme piste pour d'autres types de masculinité. La musique soul offre cette piste-là. Donc c'était aussi une manière de pouvoir à la fois prendre en compte les questions de l'époque, prendre en compte un art qui n'a cessé de me parler et dont je n'avais jamais trouvé véritablement de manière de l'aborder, qui était la musique soul, qui était les chanteurs soul, et qui était et Otis Redding en particulier, mais ça s'ouvre sur tous les autres parce que c'est un ensemble, et c'était aussi un rapport au monde, pas seulement à la masculinité, mais un rapport au monde. C'est un rapport aussi qui serait un rapport presque de lâcher prise par rapport à la violence du monde, et qu'à Otis Redding, vraiment particulièrement. Donc cette douceur, ce qui est intéressant avec Otis Redding, et c'est là où, en approchant Otis Redding, donc j'ai abordé à la fois l'œuvre et à la fois la vie, et j'ai fait ça de manière commune, dans un chapitre,
rencontre avec un homme vulnérable. Et j'ai essayé de voir, c'est une trajectoire très rapide, pas Orson Welles, Otis Redding. Orson Welles aurait été un sujet intéressant, mais il n'est pas dans le livre. Otis Redding, il est mort très très jeune, 24 ans. Pourtant, quand on le voit, on a l'impression qu'il en a 45. Il a fait vraiment une poignée de disques, mais dans cette poignée de disques, il a inventé quelque chose. Il n'a pas inventé la soul, on peut dire Sam Cooke ou Ray Charles qui invente la soul, mais il a porté quelque chose à son pinacle, ou à son apogée, ou à sa perfection. Et il a épuré surtout. Ce qui de la soul appartenait presque était presque gras encore. C'est-à-dire, le style d'Otis Redding, déjà, c'est on enlève les cordes. Ça, c'est un détail d'arrangement, mais c'est pas un détail. C'est-à-dire, vous entendez Sam Cooke, vous entendez Ray Charles, tout ça, vous êtes noyé dans un déluge de cordes. Ça appartient encore à un style qui pourrait être la variété américaine à ce niveau-là. C'est-à-dire, c'est des codes. Et ces codes-là, ils y appartiennent encore à ce niveau-là. Et Otis Redding, il enlève les purs, il enlève les chœurs. Normalement, il y a toujours des chœurs. C'est parce que la musique vient du gospel aussi. Donc, comme elle vient du gospel, il y a des chœurs, il y a des gens qui répondent, etc. Otis Redding, il enlève les chœurs. Et en fait, on a vraiment l'homme seul qui chante avec le petit combo batterie, basse, guitare, piano et les cuivres. Et ce qui répond à la voix, c'est les cuivres. C'est un premier truc. Ça, c'est un truc purement musical. On voit tout de suite comment un musicien, enfin un chanteur, avec son équipe, avec ses musiciens, invente un son. En inventant un son, ils inventent un rapport au monde. Parce que c'est pas du tout la même chose d'écouter un homme seul qui est noyé dans des chœurs ou dans des cordes. Et c'est pas la même chose d'avoir des cordes et d'avoir des cuivres. Et même pour des balades, d'avoir une balade et d'avoir des cuivres qui répondent plutôt que des cordes, ça raconte pas la même chose. Ça raconte quelque chose de beaucoup plus sec, de beaucoup plus intense aussi, de beaucoup plus rappeux et en même temps de beaucoup plus énigmatique, mystérieux. La musique de Otis Redding, il y a tout ces éléments mystérieux, les intros sont toujours totalement différentes du morceau. C'est des fausses pistes. Les intros des morceaux de Otis Redding sont des fausses pistes. On croit qu'on va aller dans une musique, en fait on va dans l'autre. Et puis il y a ce principe extraordinaire qui est l'accélération. L'intensification, ça commence vraiment lentement, balade, et ça s'intensifie. Et pour ça, il faut à un moment que le batteur il commence à faire une espèce à doubler le temps. Alors que le type continue à chanter lentement, il y a le temps. Et ça renvoie à un sentiment d'urgence, qui est le sentiment d'urgence de quelqu'un qui va mourir. Il le sait, il sait intimement. Ça, on voit ça dans plein de vies. C'est pareil dans la vie de Jarry. Jarry, c'est quelqu'un qui meurt très jeune, il meurt à 36, 37 ans. Il le sait, c'est pour ça qu'il est énervé contre les gens qui prennent du temps, qui attendent, etc. Il sait qu'il n'a pas le temps. Et Otis Redding, il sait qu'il n'a pas le temps. Et ses chansons racontent, dans les paroles des chansons, il y a ce sentiment d'urgence. Dans sa vie, il le raconte, à sa manière. À chaque fois, il a toujours l'impression qu'il ne va pas avoir le temps de faire ça, qu'il n'a pas le temps de faire ça, etc. Et en effet, il n'est pas mort parce qu'il y avait une maladie ou un truc comme ça, il est mort vraiment dans un accident d'avion. C'est juste que c'était inscrit. L'accident d'avion, il arrive vraiment à la césure exacte entre la fin du morceau qui va le rendre célèbre et la sortie du morceau qui va le rendre célèbre. Il était célèbre avant, mais le truc qui va le rendre célèbre mondialement, c'est Sitting on Dock of the Bay. Ce morceau-là, il est enregistré, mixé avant qu'il prenne cet avion, prend cet avion, meurt dans cet avion. C'est un tout petit voyage, hein. C'est un truc d'une heure et demie, vraiment un micro-truc. Réussit à mourir dedans, avec la moitié de son orchestre, et le morceau sort. Et là, alors là, c'est un morceau qui est devenu une espèce d'hymne. Et qui, en plus, dans la perspective de Otis Redding, était à la fois sa réponse à Change is Gonna Come de Sam Cooke, Change is Gonna Come de Sam Cooke, qui est l'hymne des droits civiques. C'est vraiment, Change is Gonna Come, c'est le morceau, et il l'a repris, il a fait une reprise bouleversante de Change is Gonna Come. C'est un morceau incroyable, mais dans sa chanson à lui, il dit peut-être que les choses vont pas changer tant que ça, mais c'est pas grave. C'est une espèce de chanson étrange. Ça ne veut pas dire qu'il renonce, ça veut dire qu'il accepte que l'homme n'est pas forcément capable d'aller aussi vite qu'il le dit, qu'il le pense, qu'il le croit. Il se dit, ça va prendre plus de temps. Il prend un espèce de, comme s'il faisait un pas en arrière ou un pas de côté. Il regarde, il s'assoit, il regarde les bateaux passer. Et sa chanson Sitting on Dock of the Bay, très étrangement, alors qu'il n'y a rien dans la chanson qui raconte vraiment, à part si on prend ça comme une image métaphorique de la mort, mais je ne crois pas. Et sa femme
producteurs, maisons de disques, ils ont tous été mal à l'aise quand ils enregistrent des chansons, ils étaient gênés par la chanson, ils disaient je sais pas quel tour ça prend ton truc, mais ça me met mal à l'aise. Et ils disaient, on a l'impression qu'ils parlent de sa propre mort. Je ne sais pas comment eux ils l'entendent, mais ils l'entendent. Moi je ne l'entendais pas. Moi je ne comprends pas, mais j'admets qu'ils le comprennent eux. Donc je suppose, j'interroge. Moi je crois surtout qu'ils parlent de quelque chose qui est véritablement accéder à la paix, mais comme une puissance de l'être. Et c'est une chanson qui parle de la recherche de la paix profonde de l'âme. Sérénité, la paix profonde de l'âme. Alors, dans un premier temps, la musique de Otis Redding, elle développait une masculinité qui est une masculinité non conquérante, quoi. Non, c'est une autre image, en tout cas. C'est une image beaucoup plus douce, beaucoup plus, qui sait pleurer, qui sait admettre qu'il est faible, qu'il est fragile. Toutes ces choses-là. Et c'est ça que je crois qu'on aime dans la musique soul aussi, c'est qu'on a cette image-là. On a l'image de gens qui sont capables de pleurer par amour, qui sont capables de dire j'ai pleuré toute la nuit, je t'ai attendu et tu n'es pas venu, maintenant que tu es là, tout est beau, tout est magnifique et je suis content. C'est des gens qui admettent leur fragilité, qui admettent leur faiblesse, qui sont prêts à l'assumer. Je pense que c'est ça qu'on aime quand on écoute la soul. On aime entendre des gens chanter comme ça, chanter ça. On aime les gens être capables de ça, de pas faire les durs. Et puis après, Otis Redding, dans ce chant, dans cet étrange parcours où la vie se mêle à l'art, où la musique se mêle on va dire, à grande histoire, il arrive à Sitting on the Dock of the Bay, et avec ce morceau-là, à mon avis, il annonce plein d'autres musiciens ensuite, plein d'autres types de chansons. Et c'est dans la soul music et au-delà de la soul music. Donc je parle de ça aussi, de ce qu'a pu être finalement, quelle a été l'influence profonde d'Otis Redding. Mais c'est juste mon sentiment. Mais, voilà. On a évoqué, il y a de toute façon tellement de choses à évoquer dans l'enquête infinie. On a parlé de littérature, on a parlé de musique, on va parler également de cinéma, il fallait en choisir un, qui est moins présent dans ton œuvre, qui est Fellini, avec 8,5. Oui. Et tu parlais de cet entremêlement entre la force et la fragilité. Ouais. Et dans le film 8,5 de Fellini, ce qui est extraordinaire, complètement fascinant, c'est comment la mort répond à la vie, comment la vie est dans la mort, comment la comédie est dans la tragédie. On va entendre une archive de Fellini nous dire justement, nous parler d'une anecdote quand il a tourné le film, et on va entendre ensuite un extrait de ce film-là. C'est comme si Fellini ne réfléchissait pas à ce qu'il filmait, mais que ce qu'il filmait se révélait en même temps à lui et à nous. Est-ce que ces films ont cessé de dire à nous comme à lui, on s'en doute bien, même si on a tant de mal à l'entendre, ils n'ont cessé de dire que la mort est aussi la vie, la mort est une fête. En quoi, justement, la mort est une fête, et dans ce qu'il dit aussi, ne pas oublier que la vie est une comédie. Oui, il est très, très émouvant ce passage d'interview. Moi, ça m'a passionné quand j'ai commencé. Alors là, typiquement par rapport à Fellini, j'ai commencé à partir d'un film, et après, c'est tous les autres qui sont rentrés en jeu, progressivement, comme si c'était un entonnoir. J'ai commencé sur 8,5, et à partir de 8,5, j'ai revu tout, presque comme sur une forme circulaire, et j'ai lu aussi des entretiens, des livres, parce qu'il a écrit plusieurs, enfin c'est des sortes de livres, je ne sais pas s'il les a écrits ou s'il les a dictés. On a des livres avec des propos de Fellini et tout ça, et essayer de comprendre un peu comment tout ça circulait, parce que c'était assez mystérieux, et on a l'impression que c'est très fouillé, en fait c'est très construit. Ça c'est le premier truc qui m'a marqué sur 8,5, c'est que 8,5 on se dit c'est impossible de faire le plan de 8,5. Et en fait, on peut vraiment, si on commence à découper vraiment, on se rend compte que ça obéit à une logique interne. Et c'est pas sûr que Fellini ait décidé cette logique. C'est possible aussi que le film le décide pour lui. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça répond à une sorte de logique interne. Et on peut commencer à suivre un parcours et à approcher les différents angles à travers lesquels essayer de comprendre de quoi ça parle tout ça. Quand j'ai compris, j'avais lu ça quelque part, qu'en fait au départ, il n'avait pas décidé de faire un film sur un cinéaste qui faisait un film. Il voulait faire un film sur n'importe qui à n'importe quel moment de sa vie. En gros, l'idée c'était un peu Day in the Life, quoi. Vous voyez, c'est
C'est un jour dans la vie d'un homme, avec tout ce que ça comprend. Un portrait éclaté, il voulait faire une sorte de portrait patchwork. Sans doute qu'il y avait un peu l'influence des fraises sauvages de Bergman. En tout cas, c'était un film comme ça. Il arrivait à un moment de crise après la Dolce Vita, et il fallait réinventer quelque chose. Et donc, presque pas. À un moment, ça devait même être un espèce de professeur d'histoire dont le sujet d'étude serait le personnage de Messaline. Ça, c'était des idées qui est passées. Puis finalement, il s'est dit bon, ça va être trop compliqué. Ça va être un cinéaste qui va tourner un film, mais qui ne le termine pas. Quand on voit le film, il ne termine pas le film. Et on voit juste des décors. Et ce qui est très étrange, c'est que le film va, évidemment, la ville va ressembler au film. C'est qu'ensuite, Fellini va vouloir faire un film. Le voyage de... Comment il s'appelle déjà son personnage? Guido. Non, mais le film qu'il voulait faire après. Le voyage de... Et toi non plus, tu ne te souviens pas. Avant Juliette des Esprits, c'est un film qu'il n'a pas fait. C'était un projet de film avec un personnage de musicien classique, musicien de violoniste, et qui, en fait, c'était dans un voyage en avion, il y a un crash d'avion, il est dans un pays, c'est pas dès le début, mais il finit par comprendre qu'il est dans la mort, en fait, qu'il est dans la mort et qu'il ne peut pas s'en sortir. Tous les gens sont dans la mort, ils ne savent pas vraiment qu'ils sont morts. Quand ils savent qu'ils sont morts, ils savent de se tuer à l'intérieur de la mort, ils n'y arrivent pas. C'est une sorte de carnaval grotesque, c'est très inquiétant, c'est très difficile d'arriver à sortir de cette impression d'enfer dans lequel il est tombé. Et ce film-là qu'il voulait faire, le voyage de Mastorna. Le voyage de Mastorna. On voit des décors de ce film-là, il ressemble au décor du film que ne termine pas le cinéaste dans 8,5. Comme si le personnage de 8,5 avait imprégné sa propre vie. Comme si 8,5 était devenu sa vie. Comme si en faisant 8,5, il avait transformé sa vie et sa vie devenait 8,5. Et donc, du coup, il a ce projet de film avorté. Pourquoi il avorte ce film? Parce que Fellini, il voit beaucoup de voyants. Il a un psychanalyste jungien et il voit des voyants, des médiums. Il y en a un qui lui dit que s'il fait ce film, Voyage de Mastorna, en fait, il va mourir. S'il fait ce film, il va mourir vraiment. Donc, il a peur de faire ce film, et ce film se met à contaminer tous ses films suivants. Dans tous ces films suivants, il y a des traces, des morceaux de Mastorna, et en fait, tous ces films suivants, on peut dire, il y a la présence des morts. Et juste celui d'avant, je veux dire, 8,5 est comme la porte qui ouvre dans ce monde-là. Et pour moi, c'est un truc que après, j'arrivais plus à voir ça autrement. Bonne soirée. Ce que je ne pouvais plus voir autrement, c'était l'impression que c'est vraiment les morts qui sont dans les films. C'est pas juste des acteurs qui jouent, c'est des vraies présences. C'est comme s'il est capté pour de bon, comme s'il devenait un cinéaste médium et qui essayait aussi de faire quelque chose avec eux. C'est-à-dire qu'ils étaient comme des fantômes un peu perdus. En même temps, il y a quelque chose d'une fête, il y a quelque chose de ces fêtes étranges comme la Ménielquin où soudain les morts sortent et rejoignent les vivants, ils font une parade avec les vivants avant de retourner dans le monde des morts. C'est l'univers carnavalesque. De toute façon, c'est un terme qu'on a souvent utilisé pour Fellini, c'est un terme qu'il a lui-même souvent utilisé. Il n'y a aucun doute qu'il y ait une dimension carnavalesque là-dedans. Donc c'est comme un cinéma qui fonctionne comme des fêtes rituelles. Et mais il y a aussi une dimension. Ce qui est complexe, c'est que c'est un cinéma qui est un peu comme Jarry à ce niveau-là. C'est des gens qu'on a vus vraiment sur le côté comique, mais qui est une phase derrière poétique assez triste aussi, assez mélancolique, assez et intense dans cette mélancolie. Et Fellini a un rapport très étrange, très particulier avec un autre cinéaste qui est Pasolini, et Pasolini avec qui on va dire que c'était une amitié qui s'était brisée, quoi. Et après la mort de Pasolini, il va le revoir en rêve, et quand il le revoit en rêve, il retrouve Pasolini, et là ils entendent une chanson, et la chanson c'est la mort est aussi la vie. Et voilà. donc il y a ce rapport-là. Alors, pareil sur Fellini, j'ai essayé aussi de voir comment ça nous touchait jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai essayé de voir un peu. Il y avait comme un tunnel qui passait, un passage qui arrivait vers un cinéaste d'aujourd'hui, que j'aime particulièrement, qui est Bertrand Mandico. Donc soudain aussi, le chapitre bascule dans une analyse des rapports entre les deux cinémas, et aussi quelque chose qui
me trouble beaucoup dans les films de Fellini, qui arrivent quand on les regarde aussi à plusieurs reprises, c'est les arrière-plans. Et si les arrière-plans racontaient une autre histoire, de film en film, les arrière-plans composaient eux-mêmes une histoire qui traverse les films et qui est comme un film, mais comme déjà un film de l'autre côté, un film de l'autre monde. Et toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, il y a pas mal de sphinx dans les arrière-plans. Ça, c'est un petit détail qui renvoie à cette image obsessionnelle du sphinx. Pour terminer, et ce qui est assez fascinant, c'est que dans l'enquête infinie, tu interroges le rapport aux enquêtes qui sont résolues et aux enquêtes qui sont irrésolues. Oui. Et ça interroge notre propre rapport aussi en tant que spectateur, lecteur, auditeur, c'est-à-dire de quoi a-t-on envie vraiment? Est-ce qu'on a envie d'une œuvre qui se finit ou d'une œuvre inachevée? Et c'est intéressant pour l'anecdote, dans Twin Peaks, Lynch avait renaclé à donner le nom de l'assassin de Laura Palmer, parce que finalement, et d'ailleurs, quand on regarde la série, ce qui est intéressant, c'est que dans les 2-3 épisodes suivants, il y a presque une sorte de prostration, il ne se passe pratiquement rien, comme si lui-même était prostré. Oui. Quel rapport ça dit de notre rapport aussi au spectacle, ce rapport à ce qui est résolu et irrésolu, et ça questionne complètement la fin d'une série. Est-ce qu'on peut terminer une série en rapport avec aussi une des séries qui est phare chez toi, sur laquelle tu as écrit un livre, Les mêmes yeux que l'os? Oui. Est-ce qu'on arrive à finir véritablement une série? Waouh, c'est une grande question avec beaucoup de choses à l'intérieur. Mais vraiment, ça, je crois que c'est des questions assez. C'est des trucs qui touchent vraiment à ce qui est être un être humain et sa bizarrerie. C'est quand quelque chose est résolu, on s'y intéresse plus. J'ai regardé des tonnes et des tonnes, j'adore les faits divers, hein, donc j'ai regardé des tonnes et des tonnes de faits entrés l'accusé, bien sûr, je les ai tous oubliés, je veux dire, je les ai regardés, il y en a quelques-uns dont je me souviens des détails parce qu'ils étaient bizarres, mais je les ai presque tous oubliés. La plupart des gens, c'est pareil, ce dont on se souvient toujours, c'est les affaires qui n'ont pas été résolues. C'est l'affaire Grégory, c'est le Liga Noir, c'est l'identité de Jacques Léventreur, c'est ça qui produit de la spéculation et de l'intrigue et du questionnement, c'est l'histoire non résolue. Et dans ce qui est de l'ordre de l'enquête policière elle-même, comme genre, c'est presque un interdit de ne pas résoudre une enquête. Je veux dire, un spectateur pourrait vraiment se sentir floué, leurré, s'il regardait une enquête avec un détective type Sherlock Holmes et qu'à la fin, en fait, il ne trouvait pas qu'on était. Ça existe, c'est très rare, c'est très très rare. Dans un autre livre, pas dans celui-là, dans les 3 essais sur Twin Peaks, il y a un moment que j'avais consacré à analyser quelques récits qui, on va dire, trahissent le pacte tacite avec le lecteur ou avec le spectateur et donnent un récit dont on donne les élaborations qui permettent normalement une résolution et qu'on substitue à la fin, qu'on ne résout pas. C'est très rare. On peut dire que les récits certains récits d'Henry James fonctionnent comme ça, comme l'image dans le tapis, ou un critique littéraire obsédé par un écrivain essaie de comprendre ce que c'est le secret de cet écrivain, on lui dit quelqu'un qu'il connaît, etc. Et donc il part sur une enquête et finalement tous les personnages meurent, disparaissent, se taisent et qu'il n'arrive jamais à trouver la résolution. Excusez-moi, je voulais spoiler. C'est un récit très court en même temps, c'est pas comme si c'était la fin d'un très grand roman. Bon, je vais essayer de ne pas vous donner trop d'exemples parce que peut-être ça spoilerait des exemples, mais enfin il y a très peu d'exemples de récits où on croit qu'on va avoir une explication et on ne l'a pas. Et pourtant, cela crée une forme d'obsession. Il touche quelque chose. Je veux dire, c'est vrai que dans nos vies, il y a de fortes chances qu'on meure avant d'avoir résolu les 2-3 grandes questions, d'avoir répondu aux 2-3 grandes questions qui nous ont obsédé toute notre vie. Je suis désolé de vous le dire, la plupart des gens sont morts avant d'avoir résolu les questions qui se posaient sur leur famille, leur grand-père, l'amour de leur vie qu'ils a quitté, ils ne savent pas pourquoi, etc. C'est la condition humaine et d'être dans l'irrésolution. Et la question est en fait, que faire de cette fonction? Elle peut basculer, on peut en faire autre chose. On sait qu'on est perdu dans un monde avec des choses qu'on ne comprend pas. Mais de ça, on peut aussi faire un sphinx. Ça peut devenir aussi un sphinx. On en revient à cette image-là que tu as évoquée au début. Je vais reprendre quelques instants, qui à mon avis éclaire tout d'un jour autre. C'est que la statue du sphinx en Égypte, oui, on ne sait pas ce qu'elle représente.
On ne sait vraiment pas. C'est pas qu'on est juste des cons, c'est que les anciens égyptiens ne nous ont rien laissé là-dessus. C'est comme si elle n'appartenait pas à la mythologie égyptienne. On ne sait pas d'où elle vient. On ne sait même pas de quand elle date. Et on ne sait même pas comment il l'a tuée. C'est la plus grande statue du monde. C'est la plus grande statue du monde et on sait pas. Et non seulement on ne sait rien sur elle, mais en plus, comme vous disiez, elle se réensable perpétuellement, comme au milieu du désert, le sable la recouvre à chaque fois, il faut la redésensabler. Il faut désensabler une statue dont on ne sait pas la signification. Pour moi, ça c'est peut-être l'acte le plus sacré, enfin l'acte le plus grand hommage qu'un humain puisse faire au mystère, quoi. Désensabler une statue dont il ignore la signification, mais dont il voit qu'elle résonne avec tout le reste. C'est-à-dire que lorsqu'elle est elle-même l'image de tout le reste. Et c'est drôle parce que, je ne sais pas s'il savait tout ça, même si c'était un grand cerveau, Hegel a écrit sur le Sphinx, il a écrit que le Sphinx, comme il considérait que l'art égyptien était un art symbolique, il considérait que le Sphinx était le symbole du symbolisme. Je trouve que c'était excellent comme manière de... Le Sphinx comme symbole du symbolisme. Et cette image, en tout cas, était tellement obsédante que pour trouver, je ne sais pas quoi, une centaine de poèmes de Victor Hugo, l'image du Sphinx, en tout cas comme image, comme miroir d'à peu près tout. Au point où, à un moment, quand je lisais les poèmes de Victor Hugo et que je voyais réapparaître le Sphinx à chaque fois, je commençais vraiment à sourire, avec tout le respect que je lui dois, évidemment, mais tu sais, once again, et puis on arrive dans un recueil très tardif, les cadres de l'esprit, et là le vers c'est carrément tout est Sphinx. Alors pour arriver sur la question de la fin, est-ce que quelque chose se termine? Bien sûr, Lost la série Lost, et on l'a beaucoup critiqué pour ça, a décidé de proposer une fin. Et cette fin, en fait, plus qu'une fin, plus qu'une conclusion, c'était un processus de deuil, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont pris une saison entière pour dire au revoir à leur propre création. La plupart des séries font ça sur 2 ou 3 épisodes. Même une série qui a duré très très longtemps et très belle comme Supernatural, bon, on peut dire que c'est vraiment les derniers épisodes qui sont, même cette dernière saison, on sait que c'est la dernière, mais ces derniers épisodes sont le deuil, sont la création du deuil de la série elle-même. Lost, c'est une saison entière, qui se passe, je suis désolé si je vous la spoil, vous l'avez vu, mais je ne vais pas du tout vous spoiler, qui est à moitié de l'autre côté. C'est-à-dire qu'elle se passe par moitié dans ce monde, et à moitié déjà dans l'autre et dans la récapitulation, dans l'autre monde, de ce qu'a été ce monde. Et donc, on va dire, de l'acceptation de tout ce qu'il n'aura pas été aussi. C'est-à-dire l'exploration de tout ce que les personnages auraient voulu être, et en même temps l'acceptation du fait que, quand bien même ils auraient pris cette option-là, ça ne leur aurait pas amené à l'endroit où ils voulaient aller. C'est très sage, c'est très profond, c'est très juste, et ça propose quelque chose. Après, c'est, pour moi, ça a vraiment fonctionné comme une belle fin. Ça n'a pas fait que j'ai arrêté de m'intéresser à Lost. Ça a rendu Lost plus intense et plus circulaire. C'est-à-dire que j'ai pas cessé après de retourner dans Lost. Probablement parce que la richesse se situait non pas au niveau d'une résolution d'intrigue. Au fond, Lost n'a jamais été vraiment une intrigue à résoudre. C'était plus la dynamique du mystère dans l'aventure. C'était comme une récit d'aventure avec une dynamique de mystère, mais dont en fait les véritables enjeux étaient dans la compréhension des coordonnées du récit, la psychologie des personnages par rapport à ça, leurs enjeux, les enjeux de l'île elle-même, et en fait la relation entre l'île et les personnages. Et ça, c'est quelque chose qui reste profondément. Et en fait, un épisode dans la dernière saison, par exemple, qui y allait complètement, qui était l'épisode qui retournait au tout début, enfin, en histoire de Jacob et de son frère, etc. Si vous avez vu Lost. Sinon, je suis juste en train de blablater comme ça dans le film. Mais bref. Mais oui, par contre, je comprends. Enfin, moi, je trouve passionnant le fait que Lynch
détesté l'idée de devoir résoudre un récit. Et donc, du coup, quand il a fait la saison 3 Twin Peaks, il s'en est donné à cœur joie. Il y a au moins 50 récits laissés en plan, quoi. C'est vraiment. C'est-à-dire qu'en gros, si la question c'était est-ce qu'on termine un récit, là tu as une saison, tu peux terminer quelque chose que tu avais commencé il y a 25 ans, qui était laissé en plan, et donc si tu veux conclure, tu peux conclure. La réponse c'est non, il ne voulait pas conclure. Il voulait bien y retourner, mais il ne voulait pas conclure du tout. Et je crois que c'est très intéressant, bien sûr, parce que c'est incroyablement stimulant pour l'imagination, c'est quelque chose. Et en fait, même pour les récits fermés, c'est comment on les rouvre qui est stimulant. Donc n'importe quel récit a priori clos, en fait, peut aussi être ouvert de l'intérieur. Il y a toujours des fils qu'on peut tirer, c'est extrêmement bizarre. Hein. Mais c'est une tournure d'esprit, quoi. C'est comme les gens qui vont dans une maison et qui voient les fantômes dans la maison. Bon, c'est pareil. C'est comme une maison. À part si elle vient d'être construite, il y aura des choses qui traînent à l'intérieur. Merci infiniment, incommissellement. Merci à vous. Merci à vous. Merci à toi, merci à vous. Merci. Avant la séance de dédicace, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Ouais. Ah oui, il faut donner un micro. Je vais essayer de faire simple. La distinction se fait souvent entre un labyrinthe et un dédale. Ouais. Le labyrinthe, moi, c'est celui que je vois à l'entrée d'une cathédrale, où il n'y a qu'un seul fil qu'on peut suivre. Et le dédale, par contre, on se perd. Oui. Et du coup, ma question, elle est un petit peu aussi en rapport avec les 100 rois, le livre que vous avez écrit là-dessus. Oui. Puisque vous montrez qu'il y a une succession de coïncidences historiques, Massimo qui meurt et qui ensuite retrouve Spiana Gamadi, etc. Du coup, ma question c'est, est-ce que tout ça, parce qu'un labyrinthe, il a possiblement été tracé par quelqu'un, alors qu'un dédale, ça peut être une grotte au hasard, voilà. Donc ma question c'est, tous ces labyrinthes, là, si c'est vraiment des labyrinthes comme vous dites, est-ce que ça a été tracé par quelqu'un? Est-ce que c'est rémanence dans la vie? Est-ce que c'est coïncidence, c'est synchronicité, c'est sérendipité? Est-ce que tout ça c'est dû à quelqu'un, quelque chose, ou pas? Et puis, ça c'est ma question, puis je veux dire une proposition de réponse, et puis voir comment vous réagissez. Et juste un seul mot, c'est Agartha. Ah, l'Agartha! Waouh! Est-ce que vous êtes familier avec l'Agartha? Ok. Est-ce que vous voulez que je parle de l'Agartha ou est-ce qu'on laisse planer le mystère de l'Agartha? Non, mais mais corrigez-moi si je dis des bêtises. C'est dans Sendowski, Bêtes, hommes et dieux, je crois qu'elle apparaît le plus nettement, non? L'Agartha. C'est-à-dire que c'est un centre souterrain où est contenu, c'est comme un centre en dessous de la terre qui est protégé, protégé par des gardiens et où on va dire où il y a plein de manières de l'expliquer, mais enfin en gros le legs de la tradition primordiale, quoi, la connaissance et surtout les règles qui permettent l'articulation entre le monde matériel et le monde spirituel, entre la vie humaine et la vie divine, etc. Ça peut être comme une image, mais ça peut aussi être considéré comme une réalité. Ça ressemble à d'autres types de récits. Il y a plein de récits qui ont raconté des histoires comme cela. L'Agartha arrive à un moment, on rentre dans l'analyse de René Guénon et du Roi du Monde, où on va dire l'accès au monde spirituel est tellement éloigné qu'en fait c'est plus accessible à travers l'image d'une île, mais à travers quelque chose qu'il y a sous la terre. C'est encore plus difficile d'accès que traverser simplement un océan et arriver à une île. Ce serait l'image qu'on a dans, mettons, Farid Minatar, le langage des oiseaux, des récits comme cela. Bon, là on rentre dans des choses qui sont très denses, très complexes, mais pour la question sur... C'est très intéressant la distinction que vous posez entre le labyrinthe et l'idéal. C'est vrai que j'utilise labyrinthe
J'utilise toujours ce terme-là parce que, bon, il a aussi été utilisé pour parler de dédale, mais vous avez raison, il y a une distinction opérée, il y a deux types de labyrinthe en tout cas. Il y a le type, le type d'image qui est construit à l'intérieur quand on est à l'intérieur d'une église ou d'une cathédrale, où il y a un circuit qui reproduit en fait le circuit, qui se substitue quand on fait le chemin de Compostelle par exemple. Quand on ne peut pas faire un chemin initiatique tel que celui-là, pour des raisons de santé, pour des raisons machin, on va faire le trajet à l'intérieur d'un labyrinthe dans une église. Le labyrinthe dont je parle rappelle beaucoup plus évidemment celui construit par des dalles avec le Minotaure au milieu, enfin une image plutôt inquiétante de labyrinthe où on se perd véritablement. Il est possible qu'on ne se perde pas, c'est une image qu'on ait, une image de la perte, c'est possible qu'on ne soit jamais perdu véritablement. On a toujours été dans un labyrinthe déjà inscrit, c'est possible. Je n'ai pas la réponse là-dessus. Ça, comme on dit, seule la divinité a la réponse. Mais l'image des deux et le miroir des deux est très intéressant. Moi j'ai une question par rapport à l'ensemble de votre œuvre. Vous situez-vous entre le libre arbitre et un déterminisme absolu? Parce que vous abordez souvent les deux thèmes dans plusieurs de vos ouvrages. Vous dites des fois il faut être passant, il faut être détaché, et d'autres fois il faut chercher, il faut être actif. Alors j'aimerais juste savoir comment vous vous situez entre les deux, quoi. Où vous vous situez, si vous vous situez quelque part. Encore une super question, mais où là, il y a une articulation complexe entre les deux. Parce qu'il y a plusieurs, comment dire, la notion de liberté est polysémique et la notion de libre arbitre aussi, enfin de déterminisme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait le déterminisme? Est-ce qu'on obéit à un plan divin ou est-ce qu'on obéit simplement au plan de la nature? On obéit aux conditions sociales, économiques, donc on laisse au déterminisme politique et social, ou même simplement aux règles qui fait que, mettons, si on fait tel acte, bon, bah, par déduction, c'est tel autre acte qui suivra et pas les uns sans autres. Donc il y a plein de choses qui sont archi analysables comme déterminées dans une vie. Et il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus mystérieuses. Est-ce que ces choses-là, elles sont le fruit de notre liberté ou elles sont un cadeau, la grâce? C'est pas. Ça, c'est difficile à dire aussi. Et qu'est-ce qui nous permet, en fait. Moi, l'image que j'aurais, que j'aime bien, mais je ne sais pas à quel point elle est valable, hein, j'en sais rien. Je travaille toujours. Si vous avez l'impression que des fois je change d'avis, c'est que, en fait, j'ai pas un système, je gratte, j'essaie de comprendre. Oui. J'ai pas l'impression de changer d'avis. Oui. J'ai l'impression que vous explorez. Oui, j'explore, tout à fait. J'explore. À un moment, j'arrive à cette hypothèse-là, et à un autre moment, c'est une toute autre hypothèse qui apparaît, parce que le chemin qui a été pris amène à autre chose, c'est pour ça. Et une image que j'aime bien, je ne sais pas si elle est valable, disons que c'est celle de personnes qui referaient encore et encore la même chose, presque sous hypnose, et qui à un moment auraient une prise de conscience qui lui permettrait de voir le chemin réitératif, répété, ce serait le chemin de ses erreurs, le chemin de ses souffrances, à partir du moment où elle le voit et qu'elle repart à zéro, le chemin, d'une certaine façon, n'est plus le même. Quand bien même il repasse par les mêmes étapes, passe par les mêmes endroits, ce n'est pas la même chose qui est vécue. Et est-ce que ça change en tant qu'expérience intérieure, ou ça change véritablement en totalité? Je ne sais pas. Il y a les deux possibilités. Il y a la possibilité de refaire encore une fois le voyage de crapaud pour nulle part, mais cette fois-ci en étant conscient. Et donc, c'est plus du tout la même histoire qui se passe à partir du moment où on est conscient de la vivre. Et il y a l'idée aussi qu'à partir du moment où on est conscient de la vivre, elle se modifie. Nécessairement, elle se modifie. Parce qu'on va, on va pas refaire les mêmes erreurs. Parce qu'il y a des choses qu'on ne refera pas. Alors après, les modifications que ça prend, etc. Moi, j'ai l'impression que ça se joue plutôt là. C'est-à-dire que ça se joue entre, on va dire, une sorte de liberté absolue et un déterminisme absolu. Et entre les deux,
une espèce de jeu complexe, d'articulation complexe entre tout ce qui fait qu'on n'est pas libre du tout, la manière dont la prison se reconstruit autour de nous, et la manière dont pour autant, et là ça se joue entre soi et quelque chose de totalement extérieur à nous, auquel on peut donner plusieurs noms. On peut l'appeler Dieu si on veut l'appeler Dieu, on peut l'appeler la divinité, on peut l'appeler l'inspiration, on peut l'appeler l'âme, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, mais en tout cas, une divinité qui n'a pas d'action sur la réalité, mais qui a la possibilité de nous parler, juste la possibilité de nous parler, de juste l'entendre, de juste s'exprimer. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se joue entre le rapport à la liberté et le rapport à la prison? Ça, je crois que c'est dans toute vie humaine, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est comme ça que je le ressens. Je ne sais pas si l'image est bonne. Je sais pas. Est-ce que ça vous va comme réponse? Eh bien, merci. Oh, de rien. On va finir et Merci. on fera la dédicace en chanson. Ouais, ok. Sur Otis Redding, c'est qui? C'était un de vos questions. Waouh. Merci à vous. Hein, Merci. encore. Merci. Merci.